Merci Guillaume Angèle d'avoir accepté de répondre devant Philodécrypte à cette question un peu provoque. À quoi sert l'armée française? Mais pas de quoi vous faire peur. Vous qui avez la manie de poser des questions tabous et de répondre sans tabou. Notamment dans votre blog qui annonce clairement la couleur, ne pas subir. Je vous conseille la lecture, c'est parfois étonnant. D'autant plus que vous regrettez dans votre dernier livre, le voilà, Saint-Cyr, à l'école de la Grande Muette. Vous regrettez qu'on apprenne aux futurs officiers à faire la guerre, ce qui semble logique, mais surtout à se taire. Vous taire, ce n'est pas votre truc, visiblement. D'ailleurs, on vous entend régulièrement sur France 5 et France Info, où vous êtes chroniqueur militaire. En plus, vous avez toujours avoué ne pas aimer marcher au pas. On peut même se demander pourquoi vous avez rejoint l'armée. Vous, le fils de la bonne bourgeoisie lyonnaise, plutôt destiné à rejoindre la planète business. Vous avez quand même réussi à passer 20 ans sous les drapeaux, en choisissant l'artillerie, ce qui vous va assez bien, ce qui vous a permis aussi de participer aux essais des premiers missiles sol-air Mistral. Mais vous avez surtout fait un tour du monde, ou presque. Corée d'abord pour un stage, si ma mémoire est bonne. Guyane pour un entraînement dans la jungle. Cambodge avec les casques bleus de l'ONU. Sarajevo avec l'armée française. Et enfin au Rwanda, opération que vous avez dénoncée. Vous avez dénoncé la complicité des autorités françaises dans le massacre des Tutsis, vous affrontant à Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères. Une armée française que vous avez quittée il y a 20 ans avec le grade de lieutenant-colonel, alors que vous étiez affecté à l'état-major de l'armée de terre. Pour commencer, une double question un peu personnelle. Pourquoi vous avez choisi l'armée? Et pourquoi, après 20 ans sous les drapeaux, vous avez décidé de démissionner? À 19 ans, j'ai quand même eu le sentiment que si je restais à Lyon, j'allais finir par reprendre des entreprises familiales, épouser la fille d'amis de mes parents et peut-être vivre à la Croix-Rousse. Et j'étais pris d'une bouffée de... Comment vous dire il faut que je m'en aille avant que ce ne soit trop tard. Et j'ai donc décidé, rien de moins, que de partir faire Saint-Cyr, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Un des seuls qui m'a soutenu, c'était Monseigneur Ancel, qui avait eu un rapport très important avec l'armée, parce que c'est en étant blessé lors de la Première Guerre mondiale qu'il a trouvé sa vocation. Le fondateur du mouvement des prêtres ouvriers et qui était archevêque des Gaules. Je suis parti à Saint-Cyr par pur défi. Je ne connaissais absolument rien du monde militaire. Et je l'ai pris en pleine gueule. À 19 ans, j'étais jeune universitaire, dans ce milieu où le débat était totalement libre. Et là, d'un seul coup, je me retrouve face à un encadrement qui ne s'exprime pas, qui crie. Je suis resté dans l'armée parce que tout me portait à en partir. Et en fait, je suis parti le jour où on m'a demandé de rester. Voilà, j'ai compris qu'à ce moment-là, je devenais un meuble de l'institution. Je risquais de perdre cette capacité à regarder les choses avec un regard critique. J'ai profondément aimé ce monde militaire et je l'ai détesté. J'ai aimé l'engagement de ces hommes, et malheureusement, il n'y avait à mon époque que trop peu de femmes, qui sont capables de risquer tout pour pas grand-chose et pour bien plus que bien gagner leur vie. Et j'ai détesté les guerres dans lesquelles on a dû être impliqué, qui souvent étaient le fruit de décisions politiques totalement hallucinantes, qu'après on a habillées sous des prétextes philosophiques ou moraux, mais qui étaient d'abord issus de conneries hallucinantes. J'ai participé à 4 guerres, plus la lutte antiterroriste. J'ai traversé 3 génocides en 7 ans. Ça laisse des marques très profondes. Et c'est aussi pour ça qu'en quittant l'armée après 20 années, j'ai commencé à écrire, qui pour moi était une manière de partager des fantômes, de m'en débarrasser par l'occasion, et d'essayer de faire réfléchir une société
qui a cru pendant 30 ans qu'elle était exemptée de guerre. Voilà, je crois que c'est pour ça que je suis rentré dans l'armée. Et c'est aussi pour ça que j'en suis ressorti, parce que je n'acceptais pas le fait que, contrairement à l'image qu'on en a, les débats sont très libres au sein de l'armée. Personne ne m'a jamais stoppé. Mais aucun débat public. Pas question de dire les doutes qu'on a pu traverser. C'est un des principaux griefs que vous faites. Oui, ce silence assourdissant. Il faut imaginer quand même la situation. Je suis au milieu du génocide des Tutsis au Rwanda. L'armée française livre des armes aux génocidaires sous prétexte d'opérations humanitaires. C'est quand même effrayant, quoi. Quand vous êtes à l'époque, j'étais un jeune capitaine. C'est quand même compliqué à accepter. Ma marraine était juive. J'ai été élevé dans la culture de la Shoah. Et là, je vois un génocide, j'en avais vu un au Cambodge, mais c'était les restes d'un génocide. Mais là, au Rwanda, c'est un génocide qu'on aurait pu empêcher. Et on l'alimente. Évidemment, il est interdit d'en parler, parce qu'il ne faut surtout pas remettre en cause les décisions qui ont été prises à l'époque. Mais un an après, j'assiste au massacre de Srebrenica à Sarajevo. Et je me dis, si on en avait parlé à la société française, jamais les Français n'auraient accepté que de nouveau on ferme les yeux devant un massacre qu'on aurait pu empêcher. Donc ce silence interroge. Je ne fais aucune confusion avec l'obligation de réserve. Elle est essentielle, de même que le secret professionnel. Je ne parle pas de ça. Je parle des militaires qui ont quitté leur activité. Pourquoi est-ce qu'ils disent rien? Je vais prendre un seul exemple. Regardez aujourd'hui, depuis 3 ans, on est face à un spectacle qu'on n'imaginait pas, la guerre en Ukraine, qui est quand même une guerre à nos portes, hein, et qui nous menace, qui menace notre propre sécurité. On voit bien que la société a besoin d'en entendre parler. Sur les plateaux, vous avez pléthore de politistes, de spécialistes des relations internationales. Je ne savais pas qu'il y avait autant de professeurs à Sciences Po, des historiens en veux-tu, en voilà, des juristes. C'est formidable. Mais il y a des militaires aussi. Mais on est moins d'une dizaine. Alors que si on était en Grande-Bretagne, il y aurait une centaine de consultants anciens militaires qui viendraient raconter des trucs. On est moins d'une dizaine. Pourquoi? Parce que la moitié de mes camarades qui vont sur les plateaux sont briefés par l'état-major des armées. Un esprit critique qui est quand même légèrement limité. Et puis, de l'autre côté, ce sont des personnes comme moi qui sont obligées de se disputer en permanence avec le même état-major des armées parce que ils me contactent régulièrement pour me demander de porter tel ou tel sujet ou ne pas aborder tel ou tel sujet. Ah, vous avez des pressions? Ah oui, régulière, oui. Mais j'adore leur rappeler que mon blog s'appelle Ne pas subir. Quelles sont les forces et les faiblesses aujourd'hui de l'armée française? Je suis rentré dans l'armée en 1985 pour faire Saint-Cyr et je suis arrivé dans les régiments 4 ans après, c'est 1989. On voit s'effondrer le mur de Berlin sous nos yeux incrédules. C'est une blague, ils ne peuvent pas partir comme ça. On s'est préparé pendant des décennies pour se battre contre eux, ils ne vont pas nous faire un coup pareil. Et puis, manifestement, l'Union soviétique a implosé. Et là, mes camarades et moi, on est saisis d'une interrogation qu'on ne va jamais exprimer. À quoi on sert? Cette armée qui, pendant des décennies, a bouffé un budget considérable de la France pour faire des chars, des canons, de l'artillerie, et on n'a plus d'ennemis. Alors on s'est inventé un truc dont on n'a pas trop parlé, parce qu'on l'a fait avec la connivence de l'Élysée, qui n'avait aucune intention d'en faire un débat de société. On va transformer la grande armée française, qui était une armée puissante et je dirais très blindée et très armée, on l'a transformée en corps expéditionnaire léger, pour faire des interventions à l'étranger, dont on ne s'est jamais trop assuré de si elles étaient utiles et si on était réellement demandé, mais en tout cas on y allait. On est intervenu absolument partout dans le monde, avec des effets pour l'essentiel désastreux, c'est-à-dire qu'en général, 10 ans après, on revient et puis on repart ailleurs en essayant d'oublier que c'était un échec, avec une culture post-coloniale, d'une France qui croit encore qu'elle a un empire, qu'elle est indispensable, si elle n'intervient pas, ce sera terrible, et qu'elle a le droit d'imposer sa paix à la française. Je me souviens que quand je suis intervenu au Rwanda, par exemple, on était persuadé qu'on luttait contre l'influence anglo-saxonne. On en était là, quoi, au lieu de voir que les gens qu'on armait étaient juste en train de commettre un crime contre l'humanité. Donc on s'est laissé aveugler par cet état d'esprit, au fond, dont on ne s'est jamais séparé, surtout après la guerre d'Algérie, dont on n'a jamais pu parler. Et puis, on y a vu aussi une utilité très forte. Parce que quand on part à l'étranger, on est payé entre 2 et 3 fois plus. On est loin, donc on fait à peu près ce qu'on veut.
On a ce sentiment extraordinaire que c'était formidable qu'on soit là, même si on doute après de ce qu'on a pu faire. Et personne ne nous demande rien dans la société française. Vous savez, depuis la guerre d'Algérie, à combien de guerres a participé la France ? 34. Sans jamais être en guerre. On a laissé l'Élysée, quel que soit son occupant, monopoliser le sujet, sans aucune contrepartie parlementaire. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas eu de débat pendant toutes ces années en France autour de mais pourquoi on est au Mali, pourquoi on est en Afghanistan, qu'est-ce qu'on fait au Cambodge. Et puis on s'est débarrassé du service national pour plus être emmerdé avec le lien avec la nation, donc on est devenu une toute petite armée. Pour vous donner juste un chiffre, quand il y avait le service militaire, auquel moi je suis totalement opposé, et j'ai beaucoup fait pour qu'on le stoppe, 30% de la population française avait une culture militaire. Aujourd'hui, avec notre toute petite armée professionnelle, on est à 3%. Alors justement, est-ce que ce n'est pas le service militaire qui a déconnecté l'armée de la France ? En partie, mais pas que le service militaire. Regardez la Grande-Bretagne, il n'y a pas de service militaire, c'est une armée professionnelle depuis presque toujours. Il y a un lien très fort avec la société. Pourquoi ? Il n'y a pas de statut de carrière en Grande-Bretagne. Un Saint-Cyrien, c'est Sandhurst en Grande-Bretagne, pour 85% d'une promotion, va recevoir une lettre à 40 ans, dire « John, vous avez très bien servi l'armée britannique, mais l'année prochaine, vous serez dans le civil ». Dans l'armée française, à partir du moment où on a un statut de carrière, un Saint-Cyrien, on peut vieillir inutilement dans l'armée. Et c'est ce que font 90% de mes camarades. Ils restent jusqu'à la fin alors que l'armée n'a besoin que de jeunes. Mais les Britanniques, ces officiers britanniques, quand ils partent dans le civil à 40 ans, ils ont une quasi-obligation culturelle de témoigner. Quand ils sont en opération, ils la ferment. Mais quand ils partent, ils racontent ce qu'ils ont fait. La guerre des Falklands, 300 témoignages d'officiers britanniques. C'est extraordinaire pour les historiens, pour les politiques, pour les journalistes. Après le Rwanda, il y a eu 10 livres écrits par des militaires français, dont 3, même le service des relations publiques des armées n'aurait pas osé les produire, tellement ils sont conformistes. Donc il n'y a pas de débat. Et c'est ça qui est terrible dans la société française, c'est que jusqu'à la guerre en Ukraine, l'armée ne s'intéresse plus à la société, elle s'intéresse uniquement, elle se concentre sur ses opérations extérieures, et la société n'interroge pas son armée. Il y a quand même un problème. Aujourd'hui, certains experts disent que l'armée française est une armée bonsaï et qu'on n'aurait que 3 jours de munitions en cas de conflit intensif. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, c'est pas vrai. En fait, on a 15 jours de munitions. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef d'état-major des armées, qui est un de mes camarades de promotion, Thierry Burkhardt. Thierry a dit au début de la guerre en Ukraine, si on se lance dans un combat dit de haute intensité, c'est-à-dire en fait une guerre classique, avec des chars, des tirs d'artillerie qui n'en finissent pas, des hélicoptères de combat, du blindé, des morts, on a 2 semaines de munitions. Du coup, le président Macron a décidé d'augmenter de 50% le budget, ce qui est considérable, c'est quand même un effort énorme. Mais en fait, ce qui m'a terrifié, j'ai essayé d'en parler avec eux, mais ça a été compliqué, c'est qu'on fait 50% de plus de la même chose. C'est-à-dire qu'on continue à acheter des équipements légers pour partir en opération à l'étranger. Donc il n'y a pas une vraie réflexion Pas stratégique. de virage. Et quand j'ai dit à mes camarades, qui sont aujourd'hui les chefs des armées, quand je suis invité à une réunion de promo, vous savez, c'est impressionnant. Au départ, on était 160, il y a une vingtaine qui sont décédés. Sur ceux qui restent, il y a qui sont brevetés de l'école de guerre, c'est la moitié. Moi, je suis breveté de l'école de guerre. C'est les seuls qui peuvent être généraux. Il y a 40 généraux sur les 80 brevetés. Quand ils sont là, tous, à une réunion de promotion, on dirait une nuit étoilée. C'est une galaxie d'étoiles. C'est excellent. Il y a tous les commandeurs des armées qui sont là. J'adore ces moments-là et je les redoute. J'adore parce que ça me permet de les emmerder et je les redoute parce que mes camarades ont toujours considéré que l'information est une arme. Et donc, quand ils me donnent des infos, je sais que c'est les plus pourries du monde. C'est celles qu'il faut que je contrôle 4 fois parce qu'ils vont chercher à m'enfumer. Et quand on a parlé de la loi de programmation militaire, donc de l'effort que voulait faire la France avec son armée, la seule chose dont je suis sûr, parce que plusieurs m'ont dit la même chose, donc je croise un peu les regards, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir un vrai débat avec les décideurs politiques. Pourquoi ? Parce que personne n'a osé remettre en cause la politique passée. Qu'un Sébastien Lecornu, qui est plutôt apprécié dans les armées, mais pas pour sa capacité de dialogue, puisque de toute façon l'armée est silencieuse, n'a absolument pas ouvert cette question. Avec la guerre en Ukraine, on est obligé de changer quoi ? Et ça, c'est dramatique. L'armée française, c'est une armée aujourd'hui d'hyper-pro,
mais minuscule. Une armée d'hyper-pro, c'est sûr, mes camarades ont un niveau d'entraînement, d'équipement, de formation qui est absolument remarquable. Par contre, ce n'est pas une armée pour faire un combat contre un empire menaçant comme la Russie de Poutine. C'est une armée qui est faite pour intervenir en moins de 2 semaines de combat en Afghanistan ou en Irak. C'est absolument pas le même format. C'est une armée qui a voulu conserver des matériels et des systèmes dans tous les domaines et qui n'en a pas les moyens. Le système de dissuasion nucléaire, dont j'ai longtemps milité pour qu'on arrête pour faire des économies, et je regrette amèrement d'avoir eu cette idée à la con quand on voit la manière dont ça nous protège contre les menaces nucléaires de Poutine, qui sont quand même récurrentes, ça consomme en réalité, officiellement c'est 15%, en réalité c'est entre 25 et 30% du budget de la défense de la France. C'est énorme, parce que c'est un système qui nécessite des investissements absolument colossaux dont la France n'a plus les moyens. Et du coup, pour avoir une armée de métier qui est un corps expéditionnaire léger et un système de dissuasion nucléaire, en fait on a abandonné la capacité à mobiliser une armée de réservistes ou de volontaires, et on n'a plus les moyens de se battre dans ce genre de conflit. Sachant que la France a l'armée la plus puissante d'Europe aujourd'hui. Donc ça vous laisse une image de l'état dans lequel sont les armées des autres pays. Je crois qu'une des pires, c'est l'armée britannique. Les dirigeants britanniques sont les plus offensifs sur ces sujets de guerre, et en particulier pour l'Ukraine. Ils oublient juste de dire que d'économie budgétaire en budgétaire, leur armée n'existe quasiment plus. L'armée britannique, c'est à peine la moitié de l'armée française. Vous seriez ministre des Armées aujourd'hui. Quelle serait la première décision que vous prendriez par rapport à ce flottement stratégique? Pour moi, la chose la plus importante, c'est que la société s'empare du sujet militaire. Qu'on arrête de faire comme si l'Élysée prenait que des décisions éclairées et n'avait pas besoin d'expliquer ce qu'elle fait. Et qu'on arrête cette culture du silence. Il faut arriver à une culture du débat. Et encore une fois, je ne fais pas de confusion avec le secret des opérations. Je dis juste qu'on ne peut pas réfléchir à un sujet aussi grave que notre sécurité sans débat au sein de notre société. Et il y a la semaine dernière, j'étais chez Europe Écologie Les Verts, qui m'ont invité pour pouvoir débattre de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent qu'on ne peut plus contourner ce débat, que c'est intenable de dire qu'on n'a pas besoin d'armée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et qu'en fait, notre erreur, c'est d'avoir cru pendant 30 ans, comme l'a dit Olaf Scholz, le chancelier allemand, d'avoir cru que nous n'avions plus d'ennemis. Donc, on a besoin d'abord d'un débat de société. Après, c'est à notre société de décider les moyens qu'elle veut consacrer. Mais pour moi, il y a une erreur qui est fatale. C'est de penser qu'on fait encore le poids. Un ami belge qui a dirigé l'armée belge, on l'avait invité à une belle conférence, et il a dit, en fait, la France, c'est un pays qui se pense encore comme une grande puissance. C'est une puissance moyenne, comme les autres pays européens. Tant qu'elle ne l'aura pas compris, elle ne pourra pas réfléchir. C'était terrible. Vous voyez, vu par la Belgique. Mais n'empêche qu'il avait parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on n'est plus une grande puissance. La seule grande puissance en Europe, c'est l'Europe. Donc maintenant, on n'a plus vraiment le choix. On continue à se raconter souveraineté nationale, mais en réalité, on n'est juste pas à la maille. Je vais prendre un seul exemple pour l'illustrer. L'armée américaine, qui aujourd'hui est considérée comme l'armée la plus puissante du monde, heureusement qu'elle n'est pas constituée de 50 armées. Parce qu'il y a 50 États aux États-Unis. Heureusement que l'armée texane n'a pas son système de formation, d'équipement, de commandement. Et qui serait bien sûr le contraire de celle de la Californie. Parce que tout le monde se moquerait des armées américaines qui essaieraient d'intervenir, l'une en critiquant l'autre, et puis en ayant des systèmes incompatibles entre eux. Vous voulez faire la comparaison avec l'Europe ? Oui. 27 pays aujourd'hui dont les budgets de la défense sont équivalents à 4 fois le budget militaire de la Russie. Ça veut dire que pris ensemble, il n'y a aucun empire dans le monde qui oserait nous menacer. Pris séparément, personne ne nous écoute. C'est à peu près 300 milliards. 400. 400. Et les États-Unis, c'est 900. 900. Est-ce qu'il y a, dans la hiérarchie militaire, c'est-à-dire dans les quelques généraux qui jouent un rôle important au sein de l'armée, est-ce qu'il y a ce souci de réfléchir à une stratégie alternative? Beaucoup de réflexions sans aucun débat. Ils ont des centres de doctrine, des centres de réflexion stratégique, etc. En veux-tu, en voilà. Mais comme on ne peut pas faire de débat public, en fait, ça ne sert à rien parce qu'on cause entre nous et à la fin, c'est un ministre qui vient nous dire voilà, on va faire comme ça.
Lui, il n'a pas assisté au débat, il s'en fout. De toute façon, la décision, ils l'ont prise dans un cercle réduit. Alors, ces dernières années, en plus, c'est Macron qui décidait tout seul, sans aucun conseil. Donc voilà, là, au moins, on était sûr que le débat ne pouvait pas exister. Donc ça pose question parce qu'un système de défense, c'est un système qui, par nature, est incroyablement défensif. Mes camarades ont horreur qu'on bouge à l'espèce de fortin que représente un système militaire. Et donc, une évolution vient toujours de l'extérieur. Vous savez, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai publié ce livre sur Saint-Cyr, c'était il y a 1 an exactement. Le conseiller du patron des armées m'a appelé pour me dire « Guillaume, la grande muette, tu ne crois pas qu'on ferait mieux de ne pas en parler ?» Après, j'ai reçu des lettres de grands anciens qui avaient fait Saint-Cyr en 1954, donc 30 ans avant moi, et qui m'ont dit « Tu sais, ce que tu décris sur Saint-Cyr, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vécu 30 ans avant toi. Et t'inquiète pas, ça ne changera pas. Surtout si tu comptes sur l'armée pour les changer. » J'ai souri, j'ai moins souri quand j'ai reçu non plus les lettres, mais les emails de jeunes Saint-Cyriennes qui sont actuellement à Couët-Quidon, 2014, 40 ans après moi, et qui m'ont dit « Ce que tu décris dans ton livre, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et je ne pense pas que l'armée soit capable de changer par elle-même. » Donc est-ce que ça ne vient pas du fameux domaine réservé qui réserve au président de la République une autorité, j'allais dire, suprême, notamment en matière militaire et diplomatique? Alors pour moi, ça vient surtout de cette culture du silence. Parce qu'au fond, c'est le dommage collatéral d'une culture du silence. Moi, quand j'ai quitté l'armée, il y a un sujet qui me tenait à cœur, c'était de parler du Rwanda. Parce que j'estimais que les Français ne savaient pas ce qui s'était passé au Rwanda. Vous avez écrit un livre d'ailleurs. Mais ce que j'ai trouvé sidérant, c'est comme je me suis fait emmerder dans les grandes largeurs, en particulier par des autorités politiques. Hubert Védrine, Paul Quilès, tous les gens qui étaient aux affaires à l'époque. Vous avez cogné fort quand même. Mais rien à côté de ce qu'ils ont commis. Enfin, je veux dire, le problème, c'était pas moi, c'était le Rwanda. Des procès, j'en ai eu 9. J'en ai perdu un seulement, contre Védrine. Mais c'était un plaisir de le voir accusé de complicité de crimes de génocide. Mais surtout, ce qui m'a sidéré, c'est les menaces. Enfin, c'est inouï, quoi. D'entendre un Paul Quilès, qui à l'époque avait dirigé la mission parlementaire d'information, qui a eu pour but de verrouiller totalement le sujet du Rwanda, comme on a verrouillé Tchernobyl, me disant « Jeune homme, vous ne devez pas parler de ce sujet en public parce que ça pourrait troubler l'esprit des Français. » D'entendre un Hubert Védrine raconter que notre seule intention au Rwanda était humanitaire alors qu'il a signé pour l'Élysée l'ordre de livrer des armes dans des camps de réfugiés à ceux qui commettaient le génocide, je suis désolé, mais le drame, il est là. Et il a fallu que la société française s'en empare et que Macron décide enfin de faire cette commission d'historiens pour qu'on apprenne que c'était juste un désastre français, dont les Français n'ont jamais été au courant. Les Français n'ont jamais participé au génocide, mais on avait les moyens d'arrêter le génocide. Non seulement on l'a laissé commettre, mais on a protégé la fuite des génocidaires. On les a réarmés au point qu'aujourd'hui, il y a une guerre qui continue depuis 30 ans maintenant, dans l'est du Congo, parce qu'on a laissé ces génocidaires continuer à croire qu'ils étaient dans un combat légitime contre les autres. Les autres, c'est toujours l'ennemi de ceux qui ne veulent pas réfléchir. Responsabilité militaire ou politique? Alors, la responsabilité, en premier chef, elle était politique. C'est ce qu'a montré le rapport Duclerc, Vincent Duclerc, l'historien qui a présidé cette mission. Mais la responsabilité, elle a été aussi militaire. Parce que j'ai beaucoup de camarades qui ont accepté des ordres, alors que la jurisprudence de Nuremberg, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a démontré clairement qu'un officier était responsable des ordres qu'il donne. Et c'est là où la culture du silence est très dangereuse. Parce que la culture du silence donne le sentiment à mes camarades qu'ils se protègent contre toute poursuite et que la responsabilité sera forcément politique. Et les politiques se garantissent avec ce silence qu'ils pourront se tromper autant qu'ils veulent puisque personne ne viendra dire « mais attendez, l'autre là, il devrait rendre des comptes, nous expliquer ce qu'on a fait ». Comment à Srebrenica, le massacre de Srebrenica, on est à Sarajevo avec la Légion étrangère, les Serbes rentrent de force dans une enclave qui est protégée par l'ONU. C'est une ville dans laquelle il y a 30 à 40 000 Bosniaques qui sont réfugiés. Les Serbes les ont massacrés sous nos yeux. Ça a été qualifié de génocide par le tribunal pénal international. C'est moi qui devais stopper l'entrée des Serbes.
Parce que ce qui était prévu dans les plans de l'ONU, c'est que si les Serbes forçaient cette enclave, on devait faire intervenir nos chasseurs bombardiers. Et c'est moi qui les guidais, mon équipe qui les guidait. On a utilisé mes avions pour photographier les massacres pendant 3 jours et demi. Et je n'ai jamais su pourquoi nous ne sommes pas intervenus. Pourquoi je ne l'ai jamais su? Parce qu'il n'y a jamais eu de débat sur le sujet. Et vous pensez que c'est une responsabilité politique? Ah oui, la décision a été politique, ça c'est clair. Mais ce que je trouve effrayant, c'est qu'on puisse se retrouver 1 an à peine après l'affaire du Rwanda à accepter une telle situation, encore une fois, faute de débat. Si la société s'était emparée de ce débat, alors là, je suis sûr qu'avant de prendre une décision à la con sur Srebrenica, il y a un certain nombre de nos gouvernants et de nos militaires qui auraient dit oh, « Moi, je n'ai pas l'intention de me retrouver en procès demain, donc on va expliquer les ordres qu'on donne, et puis surtout, on va réfléchir à 2 fois avant de dire qu'on n'intervient pas. » Génocide. En plus, un génocide terrifiant. Alors, celui du Rwanda a duré 100 jours. Celui de Srebrenica n'a duré que 3 jours et demi. Mais vous savez, en 3 jours et demi, c'est compliqué de dire qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Surtout quand vous avez des photos, je les ai vues, toutes les 2 heures. Et les Serbes ne se cachaient pas. Ils tuaient les Bosniaques à découvert, en sachant pertinemment qu'on les photographiait, comme s'ils voulaient nous dire « On est d'accord, vous le savez, donc vous ne nous empêchez pas de le faire. » C'est ça qui est terrifiant. C'est qu'au fond, il faut absolument qu'on ait cette capacité à en débattre. Et pour moi, l'évolution la plus importante de l'armée française, ce serait de sortir de cette culture du silence pour aller sur une culture du débat. Est-ce que dans le milieu politique, il y a des gens qui en ont conscience de ça? Oui, sauf quand ils sont au pouvoir. Et par exemple, ils sont tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas pris le tournant stratégique de la guerre en Ukraine et qu'on a besoin de construire des États-Unis d'Europe pour avoir une seule armée. On a l'impression qu'ils sont effrayés par le fait qu'à un moment, il faut assumer que, ben oui, on est à un tournant stratégique et c'est pas, on ne change pas juste de chemin, on change radicalement d'époque. Mais ça demande un courage dont je dirais que beaucoup de ces décideurs, politiques et militaires, ne sont pas dotés. J'ai eu le sentiment, même mes camarades militaires, que eux qui ont été si courageux sur le terrain en opération, qui ont risqué leur vie de nombreuses fois, en fait, quand ils sont confrontés à un débat d'idées, au fond, ils ont un peu peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la formation, la compétence, l'envie de débattre? Je crois que c'est une culture, le débat. Et moi, je réalise que j'ai été élevé dans une culture du débat et que tout ça me semble naturel. Thierry Burkhardt, par exemple, quand il est devenu chef d'état-major des armées, j'ai envoyé un petit mot en disant, tu vois Thierry, pour moi, la transformation la plus importante de l'armée française, c'est qu'on passe de cette culture du silence à la culture du débat. Et puis, il m'invite quelques semaines après, je lui rappelle cette question à laquelle il n'a pas répondu, et il me dit, je ne sais pas faire. Et je n'ai jamais su, si vous voulez dire, je ne peux pas le faire, ou je ne sais pas le faire. C'est ce qui vous a conduit à quitter l'armée, au fond? Non, j'ai vraiment eu peur de commencer à ne plus être assez critique. À l'époque, quand j'ai quitté l'armée, d'abord j'y avais passé la moitié de ma vie. J'étais conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre. J'avais vraiment l'impression que je devenais un gardien du temple. Et que moi-même, j'allais devenir conservateur dans ce système. Alors qu'au fond, jusqu'ici, ça avait plutôt bien marché et je pense que, au fond, l'armée appréciait tout en le redoutant cette capacité critique, mais je voyais bien que je la perdais. Et donc pour moi, il était temps que je reparte dans le monde des entreprises dont j'étais issu. Et puis aussi, j'avais 39 ans, je savais que je ne repartirais plus en opération. En fait, à 40 ans, c'est fini. Mais c'est une vie très différente de partir en opération et d'être directement impliqué que d'être administrateur dans l'armée. Or, j'allais être pendant 20 ans bureaucrate, administrateur militaire. Très intéressant, mais quitte à le faire, autant le faire dans le monde des entreprises, qui était à mon avis beaucoup plus libre et qui me permettait de renouer avec cette capacité de débattre au risque de faire polémique. On va parler argent, budget. Le budget cette année dépasse les 40 milliards, je crois. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller au-delà et pourquoi faire? Pour moi, c'est plutôt une question de dépenser mieux. Je reviens juste sur ce que je disais trop vite tout à l'heure. C'est que les 27 budgets de défense de l'Europe permettraient de constituer un système militaire tout à fait décent.
Mais ça veut dire qu'on n'a plus qu'un seul système de formation, un seul système d'achat de matériel. On a des grands constructeurs européens, c'est-à-dire qu'on refuse que Dassault impose ses avions. Et on dit maintenant c'est un Airbus de la défense qui construit un avion qui ne sera peut-être pas le meilleur du monde, mais on s'en fout, puisqu'en fait il en faut un certain nombre pour faire la guerre. C'est ça le sujet de l'armement. C'est pas d'avoir des trucs hyper perfectionnés. Vous savez, les Français adorent parler du canon César, qui est devenu la vedette de l'artillerie. Moi je suis un ancien officier d'artillerie. J'ai l'impression qu'on se moque de moi quand on parle de ça. Il reste moins de 80 canons dans l'armée française. Et ces canons, ce sont des canons légers qui ont été construits pour partir à l'étranger dans un avion. En fait, il ne peut pas faire de tir d'artillerie massif, parce que le tube et le socle qui le supporte ne sont pas assez lourds. Voilà. Donc on est en train de nous parler de LVMH, qui nous a fait un objet de luxe formidable, qu'on va vendre dans le monde entier, en peu d'exemplaires mais tellement cher. Sauf que pour faire la guerre, on a juste besoin du contraire. On a besoin d'un truc rustique qui va fonctionner pendant des années et qui surtout ne partira pas en carafe parce qu'on a tiré 3 obus de trop. Donc, on a un sujet non pas de dépenses, on a un sujet politique de est-ce qu'on fait les États-Unis d'Europe avec une armée qui peut très bien, encore une fois, être le regroupement de toutes les armées nationales dans un premier temps. Avec un commandement unique? Bien sûr. Pour moi, l'Europe a les moyens de se défendre, mais elle n'en a jamais débattu. Et surtout, ça nécessite qu'elle change de système politique parce que l'Union européenne a été construite pour faire un immense club marchand et culturel. Elle est faite pour ça et elle fonctionne plutôt bien. Mais ça n'est pas le système politique adéquat pour prendre des décisions et les imposer, et surtout les imposer aux autres. Donc pour moi, l'Union européenne est totalement inadaptée à la menace sécuritaire à laquelle on fait face. C'est un système qui a été fait pour assurer notre prospérité et elle a très bien réussi. Les drones, par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu venir dans l'armée française? Ça fait 30 ans que les pilotes se battent pour empêcher les drones d'arriver. Mais c'est un réflexe. Je ne peux même pas les critiquer tellement c'est humain, quoi. Se dire, c'est toute leur vie de piloter un avion. Et on leur dit maintenant on sait faire un avion sans pilote. Oh, j'ai travaillé à la SNCF, vous savez, c'est la tête des cheminots quand on leur disait on va faire un train sans conducteur. Techniquement, ce n'est pas un sujet. C'est psychologiquement que ça pose problème. Alors attention, hein, les drones ne sont pas encore au niveau... Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas remplacer intégralement un pilote dans certaines conditions. Mais en gros, en 2012, dans l'armée américaine, c'est le point de passage à il y a plus de drones que d'avions pilotés. Il y a plus de pilotes de drones que de pilotes d'avions de chasse. 2012. En 2024, on doit être à 10% de pilotes de drones dans l'armée française par rapport à 90% de pilotes. On voit bien qu'on freine, parce que psychologiquement, c'est tellement dur de dire qu'on ne sert plus à rien. Ce sera sans doute la réaction des chauffeurs taxi le jour où on aura généralisé les bagnoles automatiques. Hein. C'est exactement ce type de comportement. Mais ce qui est grave, c'est que là, on ne parle pas de taxi, on parle de la sécurité de la France. On est très en retard sur les drones. On est très en retard pour 2 raisons, parce qu'il y a eu ce blocage psychologique, je dirais quasi culturel, d'une armée française qui dit « Oh voilà, ce truc, mais alors ça veut dire que nous, on ne sert plus à rien ». Et puis un blocage industriel. Pourquoi? Parce que les producteurs les plus avancés de drones ne sont pas français. Dassault a bloqué ou pas? Ah oui, complètement. Dassault travaille depuis 20 ans sur le démonstrateur d'un drone dont il espère qu'il ne fonctionnera pas pour qu'on continue à acheter des Rafales. Je rappelle que Dassault est habité par des anciens pilotes. C'est compliqué aussi pour eux culturellement de dire on va construire un avion mais on n'a plus besoin de pilotes. Donc on a d'un côté l'héritage des anciennes manufactures royales qui vivent le budget de la défense comme étant une subvention publique à leur activité. Et puis de l'autre, une armée qui ne fera jamais la révolution toute seule. Et donc c'est à la société française d'y réfléchir. Il ne faut pas laisser les militaires décider de trucs aussi sérieux, sinon on n'y arrivera pas. Même constat pour ce qui concerne cette fameuse guerre de l'information? L'information a toujours été considérée comme une arme. C'est frappant de voir dans cette guerre en Ukraine comme l'information est une guerre permanente. La première victime de la guerre, c'est la réalité. Juste, chacun essaie de propagandiser le mieux possible vis-à-vis de l'autre. C'est très étonnant d'ailleurs, au passage, je vous signale, aujourd'hui je suis directeur de la communication, donc je regarde ça avec attention. Le meilleur niveau de communication, c'est l'armée israélienne, aujourd'hui. Je dirais derrière, les Ukrainiens sont assez forts. Les pires, ça a été la Russie de Poutine pendant longtemps, mais là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça. La France, si on devait la comparer sur ce niveau-là, elle brille par son absence. C'est qu'en fait, elle réfléchit très peu à la manière dont elle devrait causer sur ces sujets. On est encore à dire, vous avez vu, nos soldats sont braves, quoi. Oui, l'information, c'est quelque chose de tragique parce que c'est extrêmement puissant.
Regardez la manière dont on découvre en France qu'on a laissé s'installer des réseaux d'influence poutiniens. Russia Today, on a mis 1 an à les fermer. Donc le virage n'a pas été encore pris. Non, il n'a pas été pris. La cyberguerre, on découvre tardivement que c'est un champ de bataille. En fait, on sait se défendre, ou plutôt on essaye de se défendre aujourd'hui. On ne sait pas attaquer. Pour moi, c'est regrettable. C'est un de mes camarades qui dirige là, le service de cyberguerre. Pour moi, ils sont très en retard sur le sujet, parce que quand on se bat, on ne peut pas être que sur la défensive. C'est ce qu'on voit en Ukraine. Je veux dire, à un moment, il faut attaquer son adversaire. La Russie lance 1 millier d'attaques par jour. On se défend bravement, alors qu'on devrait attaquer massivement. Et puis après, il y a un autre domaine qu'on imagine mal, parce qu'en fait, il est assez complexe et invisible. C'est vraiment la guerre électronique, la capacité à brouiller, ou au contraire à donner de fausses informations à des systèmes de guerre. Ce qui est décisif en Ukraine, par exemple. Alors, par exemple, en Ukraine, c'est impossible de tirer un missile contre la Russie ou un drone sans le système de renseignement américain. Parce que c'est le seul qui est capable de dire où sont les systèmes de guerre électronique russes, qui bougent en permanence, quelles sont les altitudes dans lesquelles il n'y a pas de système de défense antiaérienne, dit sol-air, et donc quelle est la route qu'il faut prendre pour arriver à faire passer quelque chose au milieu. Les Européens, s'ils combinaient leurs moyens, auraient un système à peu près équivalent. Aujourd'hui, ils sont totalement dépendants du système américain. Est-ce que vous pensez que le niveau des salaires et des rémunérations est à la hauteur pour attirer suffisamment de compétences au sein de l'armée? Est-ce que vous pouvez nous donner un indicateur? Un officier, ça gagne en moyenne 5 000 €, c'est ça? Un peu plus. Un général, par exemple, ça... Un général est autour de 10 000. L'armée paye plutôt correctement. Marqué en déplacement, si ça triple, c'est pas mal. Alors, ils ne sont pas tout le temps en déplacement, mais quand ils se déplacent, c'est sûr qu'ils y voient leur compte. Ils vivent plutôt mieux que dans le monde des entreprises en général. Par contre, ils savent qu'ils ont des contrats en dehors des officiers courts, donc ils vont faire une carrière réduite, et le risque est quand même pas tout à fait le même. Est-ce que vous pensez que la formation est à la hauteur, et notamment la formation des officiers? Si je le compare à d'autres armées, l'armée française, pour moi, fait partie des armées remarquablement formées. Je pense que j'ai bataillé avec une 50aine d'armées étrangères. Franchement, le niveau de l'armée française, il est très bon. Comparé à l'armée américaine ou anglaise, par exemple? Oui. Voilà, c'est un niveau, je parle du niveau de formation des cadres. Il est excellent. Il est insuffisamment branché sur la modernité, mais il n'y a pas assez d'échanges avec le civil, mais le niveau est très bon. Et je pense que ce qui leur manque beaucoup, c'est cette capacité à rejoindre le monde civil et éventuellement à revenir dans l'armée plus tard. Par exemple, c'est assez regrettable que dans l'armée française, il n'y ait pas de système de garde, comme la garde nationale aux États-Unis, où quelqu'un dont ça n'est pas le métier peut servir 2 semaines, 3 semaines par an, avoir une certaine culture militaire. C'est pas le système des réservistes? Alors non, le système des réservistes, en fait, aujourd'hui, ne fonctionne pas comme ça dans l'armée française. Il y a 40 000 réservistes. Mais pour l'essentiel, ce sont des personnes qui ont une spécialité dans le civil qui intéresse les armées. Et l'armée ne les utilise que pour ça. En fait, cette réserve n'est pas une réserve opérationnelle. Une réserve opérationnelle, c'est la Suisse, par exemple, où les gens ont un niveau militaire, alors sur des choses assez simples, mais ils sont capables d'aller faire la guerre demain. Alors que nos réservistes opérationnels, en fait, sont bons, mais dans leurs compétences civiles et pas dans des compétences militaires. Alors, service militaire, vous avez dit que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir abandonné le service militaire. Oui. Quelles ont été les conséquences sur le fonctionnement de l'armée? D'abord, ça nous a permis de faire des économies considérables. Parce qu'en fait, si on avait gardé ce système d'armée de conscription, on n'aurait pas l'armée de métier qu'on a aujourd'hui. On a une armée de métier d'à peu près 300 000 hommes, et en fait c'est militaire et civil, mais c'est une armée de l'ordre de 200 000 militaires. On aurait une armée sur le papier de 500, 600 000 soldats, mais en réalité opérationnelle, on en aurait eu 100 000. Donc en fait, ça nous a payé une petite armée professionnelle. Ça nous a permis de payer des équipements très sophistiqués, et ça nous a fait faire des économies considérables, puisqu'on s'est débarrassé pratiquement des 2/3 des infrastructures militaires qu'on avait en France. Moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour qu'on abandonne le service militaire. À l'époque, les principaux opposants étaient militaires. Parce qu'ils avaient fait leur carrière sur le fait d'avoir une armée pléthorique. Ils commandaient des régiments, des bases aériennes, en veux-tu, en voilà. Et donc ils voyaient bien que si on allait réduire des 2/3 la taille de l'armée française, les 2/3 des promotions allaient passer à l'as.
Donc mes camarades ont été les principaux freins à la professionnalisation de l'armée, ou plutôt à l'abandon du service militaire. Puis après, il y avait une réticence politique qui était un peu confuse. Une armée professionnelle, est-ce que c'est pas de futurs putschistes? Puis au fond, il n'y a pas eu de débat. Chirac a pris la décision tout seul, mais il y a eu zéro débat. Il a imposé ça aux militaires. Et nous, on s'est empressés de construire cette armée professionnelle. Oui, ça a brisé notre lien avec la nation. Mais en cas d'invasion, parce que j'ai vu qu'il y avait un général de gendarmerie qui avait fait un rapport là-dessus en disant qu'il pourrait y avoir une invasion de la France, est-ce qu'on ne serait pas confronté au même problème que l'Ukraine et la Russie, d'une mobilisation d'effectifs extrêmement compliquée? Il n'y a pas d'armée de mobilisation en France. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus les moyens. En fait, on n'a plus de casernes et on n'a plus d'armes pour. Il faudrait 10 ans pour le reconstruire et mettre des centaines de milliards d'euros sur la table. Donc c'est impossible. Est-ce que ce serait souhaitable de réintroduire un service militaire? Je vais dire honnêtement, je pense que c'est une idée complètement dépassée. On ne peut pas imposer à une jeunesse, sauf à créer une hostilité chronique chez eux, d'aller passer un an de leur vie à faire pas grand-chose, parce que le niveau de technicité ne permet pas en un an d'avoir des gens vraiment au point. Par contre, une garde de volontaires, à mon avis, est intéressante, parce que c'est des gens qui viennent parce qu'ils en ont envie, qui en général ont un niveau technique dans leur métier ou dans leur formation qui leur permet de vite comprendre, et surtout parce qu'ils ont une forme d'enthousiasme. La garde nationale aux États-Unis marche hyper bien parce qu'ils n'ont que des volontaires. Et c'est des gens qui compensent leur manque d'expérience par leur enthousiasme et leur envie de faire, ce qu'on n'aura jamais avec un service militaire. L'autre chose, c'est qu'une garde est beaucoup moins coûteuse. Parce qu'en fait, une garde, ça permet d'avoir une armée 10 fois plus importante qu'on ne peut se le payer. Pourquoi? Parce qu'on les utilise qu'un mois par an. Et donc la garde est extrêmement intéressante. Moi, j'espère que des partis vont reprendre une idée. C'est une garde européenne. C'est qu'on monte une garde nationale, comme aux États-Unis, uniquement de volontaires, avec un niveau d'équipement très simple, avec un niveau d'entraînement basique, mais pour que dans toute l'Europe, il y ait des unités locales qui soient capables d'intervenir s'il y a une catastrophe naturelle, s'il y a un grand événement comme les Jeux Olympiques, ou s'il y a un conflit. Bon, alors cette armée très silencieuse, finalement, je me demande si c'est pas pour ça que les Français l'adorent. 70, 80, voire 90% des Français qui ont confiance dans l'armée, alors qu'il y a un certain nombre d'autres institutions qui ne dépassent pas les 50%. C'est vrai qu'ils l'aiment d'autant plus qu'elle ne dit rien. Parce que je pense que s'il y avait des débats alimentés par des anciens militaires, je pense qu'il y a des choses qui leur plairaient moins. Honnêtement, aujourd'hui, notre société ne regarde pas son armée. Elle ne discute pas avec elle. Et quand je reproche à mes camarades militaires de ne pas causer, je vous le dis aussi à vous, vous avez une lourde responsabilité dessus, parce que c'est à vous de les interroger. Est-ce que c'est pas aussi cette confiance, la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs qu'est censée incarner l'armée? Courage, désintéressement. Moi, j'ai une amie journaliste dans un grand quotidien parisien, qui fait la chronique militaire, et qui me dit je pense que l'armée, c'est un des derniers espaces en France où il y a des gens qui ne sont pas trop cons, qui ne pensent pas toute la journée qu'au fric, et qui ont du courage. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter au théâtre des apparences. Mes camarades ont d'immenses qualités. Il ne faut pas les prendre pour des saints non plus. 25%, je crois, des Français aimeraient un pouvoir militaire. C'est quand même étonnant, non? Ouais, alors ça, c'est grave. Parce que ça montre la méconnaissance de la société française vis-à-vis de l'armée. Ça, pour moi, c'est un indicateur de l'absence de culture militaire de notre société. Les militaires ne sont absolument pas faits pour gouverner. L'armée israélienne, qui est une armée, je dirais, de très haut niveau en termes opérationnels, l'armée israélienne ne veut pas entendre parler de gouverner la bande de Gaza. Pourquoi? Parce qu'elle a assez d'expérience pour dire « mais nous, si on gouverne quelque chose qui n'a rien à voir avec l'armée, c'est une catastrophe ». Est-ce qu'on a une expérience d'un militaire qui est arrivé au pouvoir et qui a bien fait? Vous allez me dire, De Gaulle. Oui, mais le problème, c'est que De Gaulle a été rejeté par les militaires. Et c'est ça qui a fait que ça a été un homme politique. Parce que De Gaulle était extraordinairement critiqué dans toute sa génération par le fait qu'il parlait et qu'il écrivait et que ça posait problème. Ne nous laissons pas illusionner par le fait que les militaires sont rassurants avec le fait qu'ils n'ont aucune compétence pour diriger quoi que ce soit d'autre que l'armée. Et je pense que l'illustration la plus dramatique, c'est ce qui se passe au Mali, dans les pays dans lesquels on a été trop présent. Toute la génération là, de capitaines qui a pris le pouvoir, c'est nous qui les avons formés. Hein. C'est quand même pas terrible. Hein. On les a laissés prendre le pouvoir et en plus, ils nous ont virés. C'est là où on voit que les militaires, il ne faut pas les laisser approcher de la politique. Ce n'est pas leur affaire. Alors, il y a quand même 70%
des Français qui estiment que l'armée, ça serait une excellente chose pour établir l'ordre dans les Ah oui. banlieues. J'ai même entendu dire, si vous allez nous l'infirmer, j'espère, qu'il y aurait un plan qui a été élaboré par l'état-major pour intervenir dans les banlieues en cas de gros problèmes. On ne sait pas faire. Ce n'est pas notre rôle. Et vous ne pouvez pas envoyer un officier d'artillerie contre une manifestation civile. C'est juste, ça peut que mal se terminer. C'est une catastrophe. Et il n'y a que, à ma connaissance, le Rassemblement national qui essaye de convaincre les Français qu'il faudra envoyer la Légion étrangère dans les banlieues. Ça n'a aucun sens. Les seuls militaires qui ont une compétence dans le maintien de l'ordre, c'est les gendarmes dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'eux réclament du fric supplémentaire. Mais ce n'est pas à cause des banlieues. Le problème, ce n'est pas les banlieues. Le problème, c'est leur capacité à intervenir en termes de police contre des groupes qui aujourd'hui sont devenus mafieux, qui ont des moyens quasi militaires. Et ça pose problème. La police nationale est très déstabilisée par ce sujet. Parce que les policiers le disent, ils ne sont pas là pour intervenir avec un gilet en Kevlar par balle et un lance-grenade. Et du coup, quand ils interviennent aujourd'hui contre des trafiquants de drogue qui sont équipés de fusils d'assaut et de grenades, ils disent mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, les gendarmes viennent derrière en disant on a la compétence, mais ça nous fait rentrer dans une espèce de guerre civile dont il faut être incroyablement méfiant. J'ai un souvenir terrible, j'étais encore à Saint-Cyr quand en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont pris en otage des gendarmes. On a envoyé des parachutistes français pour les réduire dans la grotte d'Ouvert. Drame absolu. Parce qu'on a failli rentrer dans une guerre civile en Nouvelle-Calédonie, et on y serait encore. Et il a fallu toute l'habileté de Michel Rocard pour qu'on sorte de cette spirale de la guerre. En fait, la guerre, c'est un gouffre. Et y rentrer, c'est avoir l'assurance que ce sera beaucoup plus difficile d'en ressortir. C'est pour ça que moi, les va-t-en-guerre, je les regarde toujours avec haine. Parce que ces gens-là, d'abord, n'iront jamais se battre, ni envoyer leurs enfants, et ils nous emmènent dans un monde qui est une vallée de larmes et de sang. Donc par exemple, des opérations comme Sentinelle, c'est un peu débile. Pas du tout. Sentinelle, c'est très différent. Sentinelle, c'est des supplétifs à la police avec des patrouilles de militaires qui n'ont rien le droit de faire. C'est uniquement du show, mais ils ne servent à rien. Par contre, ils rassurent la société. Les militaires en souffrent, parce que ça prend énormément de monde et de moyens. Mais en même temps, quand ils essayent d'en discuter, ils ont quand même du mal à expliquer que l'armée de terre, c'est 150 000 hommes aujourd'hui. C'est impossible pour eux d'envoyer 10 000 personnes en France pour sécuriser les gens. Et par contre, ils savent en envoyer 10 000 au Mali. Bon. On revient au général là, de gendarmerie qui disait qu'il y avait un risque d'invasion en France. Est-ce que c'est une analyse qui tient debout ou c'est n'importe quoi? Non, pas à court terme. En fait, il ne parlait pas d'invasion, il parlait d'un risque sur le territoire national. Le risque réel, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on est en guerre contre la Russie de Poutine. Pour l'instant, il n'ose pas faire plus que des opérations cyber ou des petites opérations de déstabilisation contre nos sociétés en Europe. En fait, il n'a pas les moyens militaires de s'opposer à l'OTAN ou aux pays européens s'ils étaient en guerre directement en Ukraine. Donc il fait attention, c'est lui qui fait attention de ne pas dépasser la ligne rouge. Donald Trump est en train de négocier un cessez-le-feu avec Poutine. Et il est sur la bonne voie. Il était très déçu de ne pas y être arrivé pour son investiture le 20 janvier, mais on pense que compte tenu de ce qu'il met sur la table et de la situation réelle dans laquelle est Poutine, il va y avoir un accord dans les semaines ou les mois qui viennent. L'accord sera tout au détriment des Ukrainiens et des Européens. La ligne de front sera figée et on aura une ligne de démarcation, comme en Corée, qui peut durer des décennies. Donc, vous êtes sûr là-dessus? Oui. C'est aujourd'hui le scénario le plus probable à 90% de chances. Et dans ce cadre-là, ce qu'on craint tous, les militaires, on est tous d'accord au niveau européen sur le sujet, c'est qu'en fait, si Poutine accepte cet accord de cessez-le-feu, c'est pour réarmer son armée. Parce qu'aujourd'hui, il consomme plus de matériel qu'il ne sait en produire. On sait qu'il y a eu plus de 500 000 morts et blessés dans l'armée russe. Vous vous rendez compte, il a perdu une armée complète en Ukraine. C'est mieux que Napoléon. Et donc, ça veut dire que si on lui donne 2 ou 3 années, il va d'abord réarmer son armée. En fait, les Européens espèrent tous que dans ce timing-là, le fait qu'il soit de nouveau en paix fera qu'il serait renversé en Russie, qu'il ne survivra pas à la fin de la guerre. C'est la guerre qui le maintient dans son pouvoir absolu aujourd'hui. Et donc nous, on espère secrètement qu'il disparaisse. S'il disparaît, c'est gagné. Il n'y aura jamais de paix durable tant qu'il y aura Poutine au pouvoir. Si par contre il reste au pouvoir,
dans 3 ans ou 4 ans, il lance de nouveau une opération. Et pas forcément uniquement en Ukraine. Il pourrait très bien être tenté d'attaquer un des pays baltes, dont il a dit que les minorités russophones étaient en danger et que les autres c'était des nazis, c'est le même argument que pour l'Ukraine, ou la Pologne. Et là, à ce moment-là, on rentrera en guerre. Parce que si on ne défend pas les pays baltes, on sait que ça se terminera. Comme me l'a dit un jour Thierry Burkhardt, en fait, on n'a pas vraiment de crainte que des chars russes soient demain en Alsace. Mais la vraie crainte, c'est que si on doit défendre les pays baltes, on envoie quoi? Le matériel léger qu'on a ramené du Mali avec 15 jours de munitions? C'est là où on ne tient pas la route. Et oui, le général de gendarmerie a raison de dire on ne peut plus écarter, comme on l'a fait pendant 30 ans, le cas où la France est en guerre. Les pays frontaliers de l'Ukraine, de la Finlande à la Roumanie, ils se préparent tous à ça. Que plus on aura une puissance militaire conséquente, et plus on sera dissuasif. Et on en revient toujours à l'adage. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Quel est pour vous le modèle dans le monde d'un pays qui propose une armée exemplaire? J'ai beaucoup travaillé avec les Suisses. Et ils m'ont toujours étonné parce que c'est un espèce de modèle européen en miniature qui a réussi à fédérer des comtés qui ont passé leur histoire à se taper sur la tête. C'est incroyable la manière dont la Suisse s'est constituée. Ça a été longtemps une des armées les plus redoutées du monde. Personne n'a osé, y compris les nazis, on l'a trouvé dans leurs archives, n'ont pas osé envahir la Suisse tellement ils estimaient que le coût serait sans proportion avec le territoire qu'ils avaient à envahir. À l'époque, les Suisses, pour 10 millions d'habitants, ils devaient avoir une milice qui devait faire presque 2 millions. Enfin, c'était gigantesque. Donc c'était une espèce de système organisé pour résister. Et cette totale incapacité à intervenir à l'étranger. C'est-à-dire de faire comme s'ils vivaient sur une île, mais comme si la guerre ne les concernait pas. Service militaire quand même. Service militaire, qui est mis en stand-by maintenant. Hein. Les milices ont été disloquées à 90%. Pour moi, c'est exemplaire d'un système de défense intérieure. Mais ce n'est pas une armée d'intervention. L'armée d'intervention, qui clairement aujourd'hui est la plus puissante et la mieux organisée, c'est l'armée américaine. Avec, au passage, beaucoup de compétition. En fait, on ne le dit jamais dans nos systèmes européens, l'armée américaine est constituée de corps qui sont en complète et permanente compétition. Et qui fait qu'ils essayent toujours de faire mieux que les Marines qui sont à côté, que l'armée de l'air va essayer de montrer à l'US Navy qu'elle n'est pas assez forte en termes d'aviation, qu'il y a vraiment cette tension, je dirais presque entrepreneuriale, et bizarrement, là où les industries de défense américaines jouent un rôle considérable, on a longtemps parlé du complexe militaro-industriel, c'est clair qu'ils sont derrière. Mais ils créent aussi une forme de tension dans l'innovation. Ils sont toujours en pointe et ils dépensent des milliards pour sortir un système d'armes. Donc ils sont en même temps incroyablement puissants, très innovants, et ils ont ce système qui leur sert beaucoup aux États-Unis. En fait, les gens ne font pas carrière dans l'armée américaine. 50% des conseillers qu'on entend dans les débats politiques aux États-Unis sont des anciens militaires, femmes y compris. Donc une sacrée culture militaire dans la société américaine. C'est transposable en France, ça? Oui, ça l'est. Pour moi, le sujet militaire, c'est d'abord un sujet de la société. Et en fait, la question, c'est comment la société s'empare de ces questions-là. Ben, c'est ça le vrai changement. Ce n'est pas d'avoir une armée plus puissante ou qui a plus de porte-avions. C'est comment est-ce que la société estime que son sujet de sécurité lui appartient et appartient à personne d'autre. Notre absence de culture militaire fait qu'on peut nous raconter n'importe quoi, pardon, mais on est obligé de le prendre sans aucun sens critique. Je suis même frappé quand je discute avec des membres de la commission de la défense nationale, qu'ils soient sénateurs ou députés. Parfois, c'est moi qui leur apprends des trucs. Parce qu'ils ont cru ce que leur avait dit l'état-major. Que par exemple, on avait des missiles solaires. Ben non, on les a vendus, j'étais missilier solaire. On a décidé que, comme on n'avait plus jamais d'avions et d'hélicoptères contre nous, on n'a pratiquement plus rien en France. Mais il ne faut pas faire croire qu'on peut se défendre en particulier contre des missiles de croisière. C'est un choix qu'on a fait parce que l'armée de l'air a dit « mais moi, avec mes avions, vous inquiétez pas, il n'y a jamais rien qui volera sur l'espace aérien français ». C'est un mensonge. Pour avoir un débat, il faut avoir une voix critique. Sinon, ce n'est pas un débat, c'est de la communication institutionnelle. Alors justement, vous êtes assez critique sur le nucléaire qui fait pourtant consensus aujourd'hui. La force nucléaire, qui est indispensable, est insuffisante et très chère. Insuffisante, j'explique pourquoi. J'ai branché il n'y a pas longtemps le porte-parole du Rassemblement national qui venait expliquer que grâce à l'arme nucléaire, personne ne nous attaquerait. On a l'exemple contraire, c'est Israël.
Israël a 30 armes nucléaires. Est-ce que ça a empêché l'Iran d'attaquer Israël? Non, parce que personne n'imagine, même Netanyahou, qui va nucléariser l'Iran parce qu'Israël a reçu 30 missiles. En fait, l'arme nucléaire n'est pas une arme de guerre. C'est un système de suicide collectif. Et donc tous ceux qui ont cru qu'avec l'arme nucléaire on était exempté de guerre, aujourd'hui ils se trompent. Le problème c'est qu'on en a besoin pour empêcher les gens qui ont une arme nucléaire de nous menacer, parce que c'est sûr que si on n'avait pas d'arme nucléaire, je pense qu'on ne rigolerait pas du tout quand Poutine fait dire à ses médias « Tiens, nous on va frapper peut-être Marseille avant de frapper Paris ». Et donc on a besoin d'un système de dissuasion nucléaire. Dissuasion, ça n'a jamais été un système de guerre. Ce système n'est plus finançable par la France, parce que l'effort est trop considérable. On n'a juste pas les moyens de continuer. Et donc, on a besoin d'un système de dissuasion. En fait, on n'a pas besoin d'un système de dissuasion 10 fois plus important, hein. Ce n'est pas la peine d'avoir 50 sous-marins, lanceurs d'engins, etc. On en a 4 ou 5 actuellement. Il en manque peut-être 1 ou 2 pour être sûr qu'on a des patrouilles de 3, mais on n'a pas besoin de le décupler. Par contre, on a besoin de partager le fardeau. Si on le partageait au niveau européen, la France, ça lui débloquerait des moyens, mais considérables pour son armée. Et en fait, ça permettrait de se consacrer à d'autres choses. Je vais prendre un autre exemple qui me tient à cœur parce que c'est un truc qui m'a toujours agacé. Quand j'étais encore dans l'armée, on venait de commander 1000 chars Leclerc. Bon, finalement, on en a 200. Bon, c'est normal puisqu'on n'en avait plus besoin. Un char lourd, on a essayé de les emmener en Afrique. Une fois qu'on a mis 15 jours à arriver à les désenliser, on s'est rendu compte qu'il fallait vite les ramener en France parce que ça ne servait à rien. C'est un char de 60 tonnes, c'est impossible de se déplacer en dehors des routes goudronnées avec un truc pareil. Et puis là, on s'aperçoit qu'en Ukraine, l'arme essentielle de combat sur le terrain, c'est les chars lourds. Sauf que nous, on n'en a plus, on n'en fabrique plus depuis 30 ans. Le seul char aujourd'hui qui fait la maille industrielle en termes européens, c'est le char Léopard 2 des Allemands, qui a été construit à des milliers d'exemplaires, là où les Français ont été construits en centaines d'exemplaires. Donc forcément, l'industriel a les moyens d'investir sur des générations toujours plus performantes. Il en est à la 9e génération et son char est considéré comme, je vais dire, la référence du marché sur le sujet. Qu'a décidé l'armée française dans le cadre de sa loi de programmation militaire pour les 7 prochaines années? On va dépenser pratiquement 1 milliard d'euros pour repeindre les 200 chars Leclerc. On veut faire des économies. En fait, ce n'est pas compliqué. Il faut juste estimer que désormais, on laisse le passé derrière nous. On a besoin d'une force de 3 ou 4 000 chars lourds pour empêcher quiconque de se dire « tiens, on pourrait attaquer l'Europe ». Et on la partage au niveau de l'Europe. C'est exactement ce qu'on a fait avec les avions de transport A400M, les très gros avions de transport militaire. Donc on voit bien qu'à un moment, on est juste obligé de se fédérer, parce que sinon, on est des petites et moyennes puissances. Et pourtant, on veut jouer contre des grandes puissances. Pour être grand, il faut être ensemble. On va conclure sur l'Europe en revenant sur notamment une déclaration d'un général qui s'appelle Vigilant et qui vient d'expliquer que la solution, c'est peut-être d'européaniser l'OTAN. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison de parler de ça. C'est un général de l'armée de l'air. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'armée de l'air a toujours été plus moderne. C'est une armée très branchée sur la technologie. Ce qui est intéressant dans la voie qu'il porte, c'est qu'on a sacralisé l'OTAN. En fait, on est tous conscients que l'OTAN, c'est un club de défense qui nous permet d'être forts parce qu'on est nombreux. 32 pays aujourd'hui. Mais en fait, l'OTAN n'a pas d'armée. L'OTAN, c'est un club. Vous n'avez aucune obligation. Et toute la force, c'est aussi la faiblesse de l'OTAN, c'est qu'aucun pays n'est contraint dans sa réaction quand un autre pays est attaqué. Le fameux article 5 de l'OTAN qui dit « tout pays agressé doit être considéré comme agressant tous les autres » ne définit pas la manière dont on réagit. Ce qui veut dire que la Grande-Bretagne était attaquée et que la France, bien sûr, doit réagir, puisqu'elle est solidaire de la Grande-Bretagne. Elle peut très bien réagir en écrivant une lettre de strong protest à Vladimir Poutine. Donc, l'OTAN, c'est un club de défense à garantie non précisée. Donc, l'OTAN, c'est un truc qui fonctionne très bien si les pays ont décidé de le faire ensemble, mais s'ils décident de ne pas le faire, vous n'avez aucune corde de rattrapage. La question, c'est que l'OTAN n'a jamais été en opposition avec l'Europe. En réalité, le problème de l'OTAN, j'y ai travaillé quelque temps, c'est que vous avez un actionnaire majoritaire qui s'appelle les États-Unis qui a plus de 50% des voix.
Et donc les autres, c'est comme dans un conseil d'administration, même quand ils se mettent tous ensemble, ils sont gentils, mais si les États-Unis ont dit qu'on n'allait pas en Ukraine, on ne va pas en Ukraine. Puis si les États-Unis disent on veut aller en Ukraine, là les autres ont le droit de ne pas y aller. En plus, il faut qu'ils soient d'accord, les autres. Et il faudrait qu'ils soient d'accord. Mais les États-Unis, je vais dire, ne font pas ce qu'ils veulent avec l'OTAN, c'est pas vrai. Mais ils peuvent choisir de faire quelque chose, que l'OTAN le veuille ou non. Et les membres de l'OTAN, les autres, ne sont pas dans cette situation. Ils ne peuvent rien faire seuls et ils ne sont pas obligés de faire ce que les États-Unis demandent. Et est-ce que ce général, il ne voulait pas dire qu'il fallait désaméricaniser l'OTAN? Alors, il dit plutôt, au lieu de discuter à 25 contre 1, si on avait les États-Unis d'Europe, si on parlait d'une seule voix à l'OTAN, alors là, on serait une force quasi équivalente par rapport à l'implication des Américains en Europe. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Américains ne peuvent plus imposer une solution comme ils vont le faire pour l'Ukraine. Parce qu'on serait en droit et on aurait la puissance nécessaire pour dire à Donald Trump « Ah non, il n'est pas question qu'on oblige les Ukrainiens à arrêter là la guerre et qu'on concède 20% du territoire de l'Ukraine à ceux qui l'ont agressé. » Voilà. C'est ça en fait la différence. Donc européaniser l'OTAN, c'est exactement comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça consiste à dire, face aux poids lourds que sont les États-Unis, il faut quelque chose de taille équivalente. Et pour moi, la seule organisation qui a une taille équivalente, c'est l'Europe. Alors qu'est-ce qui bloque sur cette armée européenne? J'allais dire, qui bloque? En fait, c'est nous. Parce qu'on vit encore dans le passé. Nous, les Français? Nous, les Français, tous les Européens. J'ai eu le même débat en Belgique, je suis invité en Suisse. J'aime bien discuter avec mes camarades allemands, garder des relations fortes avec la Grande-Bretagne. Je suis frappé de voir comme on est face à un problème dont on comprend très bien qu'on n'a pas la solution. On la voit de l'autre côté du gué, mais on n'ose pas franchir le gué. En fait, c'est là où on a besoin d'un débat politique très fort. C'est est-ce qu'on continue à se laisser croire qu'avec notre petit jardin, on va faire une forêt, ou est-ce qu'on dit on ne souhaite pas être menacé dans notre prospérité, et à ce moment-là, on est obligé de constituer les États-Unis d'Europe, quoi qu'il en coûte. La solution, c'est un grand débat. La solution, c'est surtout que les Européens décident, mais ça ne peut pas marcher dans ce cadre institutionnel-là, puisque l'Union européenne n'a jamais été constituée pour être une puissance. C'est un club pour faire du commerce et de la culture. Et par conséquent, on ne peut pas demander à son club d'organiser une armée. Alors la solution, c'est quoi? Moi, je n'en vois qu'une, c'est les États-Unis d'Europe. Et pour faire les États-Unis d'Europe, il faut qu'il y ait plusieurs pays qui sortent de leur zone de confort en disant bien, on s'associe à d'autres pays, on estime que demain, on construit comme les États-Unis, progressivement, un rassemblement de pays, y compris la Grande-Bretagne, qui là pourrait nous rejoindre dans des États-Unis d'Europe. Je rappelle que la Grande-Bretagne a toujours reproché à l'Union européenne, non pas d'être membre de l'ensemble, mais son absence de culture démocratique. Le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir qui soit réellement décidé par les citoyens européens. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste des institutions politiques. Je constate juste qu'aujourd'hui, l'Union européenne est dépassée par ce sujet de sécurité. Elle n'a travaillé que sur sa prospérité. Et que si on veut défendre notre avenir, on est obligé d'aller sur une autre rive. Il y a quand même un fossé entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest ou du Sud. Aujourd'hui, les pays qui sont le plus conscients de la nécessité de se défendre, ce sont les pays de l'Est. Tous ceux à qui on reprochait de n'être pas très européens... Parce qu'ils sont près de la menace. Ils la voient. Ils la voient, ils sont en face. C'est frappant quand on entend la présidente, je ne sais plus si elle est présidente ou première ministre moldave, dire « mais moi j'entends les bombardements russes. La guerre, elle est à leur porte. Il n'y a que nous, parce qu'on est à 1500 km, on est à 1200 km de la frontière, qui croyons encore qu'on est exempté, alors que 1200 km, c'est la distance de Brest à Nice. » Dernière question. Quelle vous semble être la principale menace aujourd'hui dans le monde? Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la multiplicité des conflits régionaux? Est-ce que c'est le désengagement américain? Quelle vous semble être la menace principale et quel peut être le rôle de la France face à cette menace? Je suis admiratif de la résistance ukrainienne. Quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai écrit un article que je n'ai pas dépublié, dans lequel je disais « ça ne sert à rien, ils ne résisteront pas au rouleau compresseur russe. Il vaut mieux éviter des dégâts et des dommages considérables, des milliers de morts. Il faut s'arrêter là, il faut considérer qu'on ne sait pas résister à une telle puissance. »
où il fallait résister avant. Les faits m'ont donné totalement tort. Les Ukrainiens se sont défendus d'une manière remarquable. Ils nous rappellent juste ce que disait Napoléon dans ses mémoires, c'est qu'on ne sait pas imposer sa volonté à un peuple. Et qu'au fond, le plus important, ce n'est pas d'avoir des avions de tel type ou un porte-avions plus gros que l'autre, c'est notre capacité de résistance. Je dirais que pour moi, le sujet principal face à toutes les menaces qui nous entourent, c'est la conscience de notre société et notre capacité à vouloir se défendre. Est-ce qu'on est encore dans une société qui dit « mais nous, on veut défendre ça parce que c'est important pour nous » ou est-ce qu'on laisse les autres nous imposer leur volonté, ce qu'on voit avec Poutine en Russie, au fond ce qu'a fait Netanyahou au Proche-Orient, y compris à la société israélienne, et pire, pendant 4 ans, avec un Donald Trump qui est absolument incontrôlable et qui imposera sa volonté, mais alors sans limite, mais même le droit, il s'assied dessus. Donc en fait, notre sujet principal face aux menaces, ce n'est pas de s'armer, c'est de se préparer et ne pas subir.